Alors, l'agriculture, c'est un secteur qui, par définition, est propice aux innovations de rupture pour une raison extrêmement simple, c'est que par définition, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a tous besoin de se nourrir, plus ou moins, mais on en a tous besoin. Et il est très important de pouvoir le faire avec des rendements qui suivent l'évolution de la population. C'est l'un des grands problèmes que l'agriculture a depuis 50 ans, c'est de tenir les rendements nécessaires à l'industrialisation de la société et à l'explosion démographique. Et donc l'opportunité est telle et les sommes en jeu sont tellement considérables que toute opportunité de rendement productif peut tout de suite rencontrer un marché conséquent. Donc c'est une très très grosse opportunité, mais il y a plusieurs choses qui la ralentissent. Alors, le premier, c'est que c'est un secteur où l'innovation est par définition suspecte. On a tous en mémoire José Bové et le démontage de McDonald's. On a tous en mémoire la peur structurelle qu'on peut avoir à mettre quelque chose qui a été génétiquement modifié dans son estomac. Par définition, innover dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas l'endroit où on est prêt à accepter le mode itératif et le mode fail and try. Dans les startups du numérique, elles se sont rendues très célèbres en amenant sur le marché des choses pas au point et en regardant à partir des frustrations créées comment les améliorer. Si demain vous mettez un maïs qui tue les gens parce qu'il n'est pas au point, vous allez avoir quelques petits problèmes réglementaires et quelques plaintes clientes qui vont aller au-delà du fait de mon ordinateur ne fonctionne pas et mon ordinateur ne redémarre pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte de distance entre la population agricole et agroalimentaire au sens large et le reste de la société. Alors, c'est un sujet sociologique en soi. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il y a juste un constat que depuis des années, l'image en fait, de la profession agroalimentaire dans son ensemble se dégrade dans la population. Et résultat, les petits garçons ne rêvent pas d'aller révolutionner cette industrie. Quand Elon Musk il était petit garçon, il rêvait d'aller dans l'espace, pas de faire des champs de nouvelle génération. Et donc ça, forcément, en termes d'histoire et de vocation, ça crée des gaps et ça crée des déficits structurels qui s'impactent pendant très longtemps. La troisième chose, c'est que ça, c'est plutôt un élément favorable, c'est que les startups structurellement adorent s'attaquer aux rentes. Quand il y a rente, il y a faible innovation. Et quand il y a faible innovation, il y a opportunité pour fournir moins cher quelque chose de bien meilleure qualité. Et les politiques agricoles, les subventions et le fait que depuis une vingtaine d'années, les subventions devenues prédominantes dans l'industrie agroalimentaire créent en fait une opportunité structurelle pour les innovateurs. Tout ça est par-dessus une multitude d'enjeux à relever pour ces startups qui veulent changer le monde, puisque en fait tout ça combiné fait que si quelqu'un arrive à devenir le Google de l'agriculture, on voit très mal comment il peut y arriver. C'est-à-dire que ça pose une vraie question de produits, de design, de mise au point, de technologie. On a du mal à se représenter un Google dans l'agriculture, mais si on s'imagine que c'est possible et qu'il existe un Google dans l'agriculture, on n'a aucun mal à voir le marché considérable que ça représente et voir la société géante que ça représente. Donc ça, c'est la structuration idéale. L'économie numérique est caractérisée par des risques technologiques, design, mise au point extrêmement élevés et par des marchés à risque très faible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait comment quelque chose fonctionne, on n'a pas de mal à voir comment gagner de l'argent. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle AngelList, qui est une plateforme où à peu près toutes les startups sérieuses qui cherchent des fonds aux États-Unis s'inscrivent dessus. Et AngelList si vous tapez n'importe quel domaine, vous avez des milliers de startups dans ce domaine. Quand vous tapez agriculture et agroalimentaire au sens large, vous avez à peine 380 startups. C'est rien du tout à l'échelle d'AngelList. Je crois que même en biotech, il y en a beaucoup plus, alors que ce n'est pas une plateforme de biotech. Et en fait, ça s'explique par trois raisons majeures. La première, c'est que les startups, historiquement, dans la Silicon Valley, se sont d'abord et avant tout intéressées au domaine qu'elles maîtrisaient le mieux et au domaine qui les faisait le plus rêver.
Si la première disruption dans l'histoire, c'est la musique, c'est pas pour rien. Quand des jeunes adolescents, il y a 10 ans, réfléchissaient à qu'est-ce que je peux créer dans ma chambre que mes copains vont utiliser, ils ne se sont pas dit je vais aller acheter une ferme et révolutionner la production de blé. Ils se sont dit je vais permettre à mes copains de se partager de la musique. Ce qui fait que quand on voit les premiers domaines dans lesquels la disruption numérique a eu lieu, en fait on voit qu'il y a une concentration très forte vers les sujets naturels d'attraction et l'agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'en est pas un. Le deuxième, c'est que les subventions dont on a parlé tout à l'heure sont non seulement une opportunité, mais à l'inverse, en fait, sont un blocage. Parce que qui dit subvention dit à un moment des acteurs qui ont un déséquilibre en termes de moyens et en termes de capacité de développement. Et ça refroidit beaucoup les marchés, ça refroidit beaucoup les investisseurs. Et la dernière chose, c'est que l'agriculteur, au sens le plus symbolique du terme, a pas beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, il y a un peu les deux extrêmes qui est soit la production traditionnelle biologique d'un côté, soit la production intensive et complètement industrialisée, chimique, etc. de l'autre. Et il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment d'offre globale aujourd'hui qui est offerte. Et c'est pas, aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas un marché liquide en soi. Il n'y a pas une plateforme où vous pouvez aller, offrir vos services et dire aux gens, voilà, les méthodes agricoles ne sont pas virales. Si demain vous téléchargez un nouveau logiciel pour partager de la musique, par définition, en partageant de la musique, vous allez créer de vous-même la communication autour de ce concept. Si demain vous implémentez, comme on va le voir, un certain nombre d'innovations qui sont implémentées dans les fermes, la probabilité que l'agriculteur voisin l'implémente aussi est très 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 faible. Parce que ça représente une telle anecdote de réussir à comprendre ces technologies pour un producteur donné, que forcément, il y a peu de chances que ce soit massivement adopté et que ça ne rencontre pas un conservatisme assez direct. Alors, tout ça risque de changer parce que d'abord, les entrepreneurs grandissent et il y a certains petits phénomènes historiques qui ont représenté des prises de conscience collectives, et notamment la sécheresse dans la Silicon Valley. C'est un sujet de préoccupation. La Silicon Valley est en plein cœur de la Californie. Les terres agricoles en Californie sont en réduction tous les ans. Et c'est un vrai sujet dans la presse locale, c'est un vrai sujet de débat. Et donc c'est un sujet d'éveil au problème. Et là où il y a problème, il y a souvent opportunité économique dans la vallée. Souvent, le motto de la vallée est « il ne faut pas faire une start-up parce qu'on a une idée, il faut faire une start-up parce qu'on veut résoudre un problème essentiel ». Et donc la prise en compte et la prise de conscience autour de ce problème-là est en train de changer de mindset. La deuxième chose, il s'est passé une autre évolution un peu plus imperceptible, mais qui en fait a des conséquences majeures. C'est que la plupart des entrepreneurs de la vallée sont devenus gluten-free. Il y a une grande mode à l'alimentation saine en Californie, qui est un vrai phénomène de société, là, qui est entretenu par un marketing extraordinaire, par une prise de conscience, par le quantify self, l'idée qu'on va mesurer l'ensemble des métriques. Et donc forcément, pour être en bonne santé, il faut manger correctement. Pour manger correctement, il faut produire correctement. Et de plus en plus d'entrepreneurs sont en train de monter la chaîne et de voir ce qui se passe à long terme. Et en fait, ces deux raisons combinées font que même si aujourd'hui, il n'y a que 380 startups qui sont inscrites sur AngelList, il faut savoir que sur ces 380, plus de la moitié ont été créées dans l'année. Et donc, c'est le début en fait, d'un phénomène et c'est le début d'une courbe qui est hyper intéressante. C'est que d'un seul coup, l'agriculture, qui n'était jamais un sujet jusqu'à présent, devient d'un seul coup un sujet majeur et un sujet de préoccupation. Par exemple, juste petite anecdote, mais très amusante, j'ai deux amis qui ont fait Polytechnique il y a 5 ans, et quand ils sont sortis de Polytechnique, ils ont décidé de lancer leur propre ferme. Ça s'appelle Projet Alba, et ils ont été au Cambodge pour lancer leur ferme, parce que c'était l'endroit au monde où les terres agricoles coûtaient le moins cher. Et donc c'était idéal pour faire de l'expérimentation. Il y a 5 ans, tout le monde les a pris pour des fous. Il leur a dit, mais quelle idée d'aller se lancer là-dedans. Aujourd'hui, ils sont invités au Master Entrepreneuriat et ils sont vus comme un exemple d'impact investment, blablabla.
Et ça, c'est en moins de 5 ans. C'est-à-dire que la perception du fait que cette industrie était pleine d'opportunités et avait sa place pour des talents qui d'habitude ne vont pas dans cette industrie est quelque chose de très important. Les 2 polytechniciens qui partent au Cambodge créent une ferme. Alors eux, pour le coup, ils ont vraiment commencé par aller planter eux-mêmes dans un carré. Aujourd'hui, ils ont des dizaines d'hectares ou des centaines d'hectares, je ne sais pas quel est le bon ordre de grandeur, peut-être des milliers d'ailleurs. Mais en tout cas, ils ont changé complètement de la perception et la perspective que les gens ont par rapport à leur business a complètement changé. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont des grandes tendances positives qui rendent l'innovation possible. La première, c'est que pendant très longtemps, l'agriculture, quelle que soit la géographie, quel que soit l'endroit dans lequel on était, l'ère de l'industrialisation a été une ère de la standardisation des pratiques. Et c'est une ère sur laquelle on est en train de revenir en arrière grâce à des technologies beaucoup plus précises. Par exemple, projet ALBA que je citais il y a 3 minutes, c'est ce qu'on appelle une approche statistique de la météorologie, où ils regardent les grands patterns météorologiques et les grandes caractéristiques géologiques des terrains pour précisément prédire quels sont les meilleurs rendements à des endroits précis. Et ça, en fait, c'est assez classique dans l'économie numérique. C'est que l'économie numérique est une économie de niche et c'est une économie qui gère bien l'automatisation du rapport à la niche, puisqu'elle arrive à développer des solutions qui sont extrêmement précises et qui s'appuient sur des frameworks et des patterns plutôt neutres. Quand vous allez sur iTunes Store, vous pouvez acheter le dernier blockbuster à la mode, comme vous pouvez acheter le petit film d'art et d'essai. Pourquoi? Parce que par définition, il n'y a pas de coût fixe à vous fournir les deux, et le coût variable à vous fournir les deux est relativement marginal. Plus le catalogue est élevé et mieux c'est. Donc vous pouvez offrir des films, alors que quand vous avez une boutique, les DVD d'auteurs que personne n'achète prennent de la place et impactent le rendement de votre boutique. Donc vous avez intérêt à vendre plus de blockbusters, ce qui dans une boutique numérique ne fait pas sens. C'est la même chose, c'est que ces technologies-là commencent en fait à devenir hyper spécialisées, hyper locales. C'est le retour d'un grand localiste qui d'ailleurs, je suis parfaitement ignorant, mais mon grand-père faisait des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on revient à une forme d'agriculture qui était très locale à un moment où on se passait des informations sur la région et sur qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui ne pousse pas et à quel moment il faut le planter, etc. On est en train de rationaliser cette information et de l'optimiser. Ce qui avant était une information informelle et dans l'air et aujourd'hui un savoir qui se structure. Alors, toute révolution numérique commence par du logiciel qui vient conquérir l'usage et qui vient changer l'expérience des acteurs et des gens. L'interfaçage entre le logiciel et la ferme, c'est le IoT, Internet of Things. Qu'est-ce que c'est l'Internet of Things? C'est le fait de pouvoir mettre dans des objets de l'intelligence et de pouvoir le faire à bas coût. Alors, l'Internet of Things, c'est quelque chose qui concerne tous les objets. C'est l'idée que ces objets peuvent être connectés à Internet, donc ils peuvent recevoir à distance de la donnée et ils peuvent à distance envoyer de la donnée. L'un des premiers exemples historiques de Internet of Things, c'est la balance sur laquelle vous vous pesez et ça envoie par Internet à votre médecin les résultats. Donc vous avez une balance, vous vous pesez et le résultat est envoyé tous les jours à votre médecin qui peut suivre ainsi votre état de santé et votre poids. Un autre Internet of Things, c'est tous les bracelets que vous voyez chez certaines personnes qui permettent de compter le nombre de pas que vous faites par jour et de savoir si vous marchez suffisamment et si vous avez suffisamment de choses. À The Family, par exemple, on a une société dans l'Internet of Things qui permet de faire des cocktails et quand vous secouez trop fort, il vous dit ralentissez et il vous importe les recettes pour vos cocktails et c'est le checker qui vous parle. Ça, c'est de l'Internet of Things. Et l'Internet of Things, c'est ce qui permet en fait de faire venir le logiciel dans l'expérience agricole et qui est en train d'ouvrir des possibilités. Pourquoi? Parce que les capteurs n'ont jamais été si peu chers. D'ailleurs, c'est le slide d'après. Les capteurs n'ont jamais été si peu chers et les technologies qui permettent à n'importe qui de créer des objets connectés à Internet n'ont jamais été aussi faciles à développer. Il y a 10 ans, si vous vouliez lancer une start-up hardware, il fallait avoir des centaines de millions de dollars parce qu'il fallait carrément construire l'usine.
Aujourd'hui, si vous voulez lancer une startup hardware, vous avez Alibaba.com à votre disposition et vous avez la moitié des outils de prototypage qui sont disponibles dans des endroits où vous les louez à l'heure. Donc vous n'avez plus besoin de les acheter. Tout ce qui était un coût fixe de mise au point d'un objet il y a 10 ans est aujourd'hui un coût variable et bien plus modique qu'il n'était. Ça, en fait, souvent quand on parle avec les experts de cette industrie, ils vous disent oui, mais ça fait très longtemps qu'on a déjà des technos, qu'on a des tracteurs très performants. Le Japon a robotisé son agriculture dès les années 70. Les premières rizières qu'on plante de façon robotique. Oui, mais il y a une différence fondamentale entre ces objets-là et l'Internet of Things, c'est que l'Internet of Things est par définition une commodité. C'est des objets qui coûtent très, très peu cher. Ils sont mis à jour très souvent, ils n'ont aucune durabilité de vie, ils s'achètent aussi vite qu'ils se jettent. Et d'ailleurs, les grands experts de l'Internet of Things, ils appellent ça la hollywoodification des objets. C'est qu'on vit les objets comme on vit un film d'Hollywood. On le consomme et après on le jette et on passe à l'objet d'après. Puis il y a une nouvelle saison et puis il y a un nouveau packaging. Et puis avant le capteur, il permettait d'avoir la température. Maintenant, il a la température et l'humidité. Donc il n'y a rien qu'on remplace. Là-dessus, quand ça tombe en panne, on l'amène chez le réparateur. On ne le jette pas. Parce qu'on s'est endetté pendant 10 ans pour l'acheter. Maintenant, on a la même technologie infiniment plus miniature et qui est comme un iPhone. Vous en changez, je crois que les propriétaires d'iPhone changent tous les 2 ans en moyenne. Personne n'aurait imaginé qu'un téléphone puisse être une telle commodité. Donc ça, c'est la première grande différence. Alors, ça permet des choses comme ça. Solum, qui est une société américaine qui cartonne, qui permet de mesurer en temps réel la qualité des sols avec des petits capteurs qui coûtent vraiment pas cher. Et donc, qui changent complètement le rapport à qu'est-ce qui se passe dans mon sol. Est-ce que je dois rajouter de l'engrais? Est-ce que je dois rajouter de l'eau? Est-ce qu'il est assez sec? Est-ce qu'il est assez humide? Et parce qu'il y a un rapport entre la qualité du sol et le rendement. Donc, le fait de pouvoir mesurer et de collecter de la data, ça permet d'avoir des feedbacks beaucoup plus précis sur quelle attitude je dois avoir par rapport à ce que je cultive. Et ce qui fait que quelque chose qui avant était dépendant de l'aléa, de l'expérience de l'agriculteur, de la vision qu'il avait de son champ, de l'expérience qu'il pouvait avoir de la qualité de son sol, etc. Aujourd'hui, il y a une simple data que n'importe qui peut lire et n'importe qui peut interpréter, puisque Solum va vous donner les modèles d'interprétation. Et comme Solum collecte la data non seulement de votre précaré, mais aussi l'ensemble de la data de tous les autres précarés, d'un seul coup, vous rentrez dans un monde où en plus, vous pouvez comparer. Vous pouvez voir qu'avec la qualité de votre sol, vous devriez avoir un rendement d'X. Or, votre rendement est Y et il est 20% inférieur. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème environnemental qu'il faut régler. L'Internet of Things, c'est aussi quelque chose qui permet de régler, par exemple, le problème du mouton perdu, qu'on voit dans beaucoup de séries. D'un seul coup, en fait, vos animaux peuvent être géolocalisés et entièrement traçables pour un prix modique par rapport au prix de la bête. Aujourd'hui, des capteurs comme ça, c'est quelques dollars en fait. Ils sont vendus un peu plus cher, mais à fabriquer en Chine, les capteurs GPS et les trackers GPS, on est passé sous la barre du dollar symbolique. C'est plus quelque chose qui… Et donc, le temps que ça arrive… Et alors, pourquoi cette révolution d'Internet of Things est a une telle tendance des prix vers le bas? C'est tout simplement parce qu'on a tous, en fait, dans nos poches, un Internet of Things qui cartonne, qui sont les téléphones. Le moindre composant qui est dans un téléphone est produit avec une telle ampleur dans le monde aujourd'hui. Les smartphones, c'est 1 milliard d'objets connectés, qui fait que tous ces objets en fait, sont devenus produits en masse et avec des rendements d'échelle tels que les réutiliser dans d'autres applications ne coûte pas cher du tout. Pour info, un iPhone, ça coûte moins de 50 $ en composants. Le marketing coûte beaucoup plus pour le coup. Alors, la première grande étape de l'agriculture intelligente, c'est la collecte de data. On l'a vu avec Solum. Il y a plein d'autres exemples de Solum, projet Alba, machin. Aujourd'hui, cette data, en fait, elle est une source incroyable pour qui veut mettre des modèles d'intelligence artificielle et des modèles prédictifs.
Je ne sais pas si vous connaissez Watson, mais Watson, c'est la première technologie en NLP, Natural Language Processing, qui veut dire que vous avez une interaction naturelle avec elle qui ressemble à l'interaction avec un humain. Vous pouvez taper dans Google IBM Watson, je vous invite vraiment à le faire. Et Watson, en fait, est la première interface qui est capable de prendre de la donnée non structurée, c'est-à-dire de la donnée qui n'a pas été organisée pour être lisible par une machine, mais qui est simplement en vrac. Il peut la recomposer, la restructurer en temps réel, et il peut fournir des analyses et des déductions. Et il peut faire des inférences, il peut faire des déductions logiques, il peut faire des contrepoints, il peut faire des raisonnements par l'absurde. Et tout ça, en fait, a été modélisé à partir de données non structurées. La disponibilité des datas dans l'agriculture, c'est une aubaine pour quelque chose comme Watson. Et par exemple, Watson, aujourd'hui, travaille sur qu'est-ce qui se passe si on récupère toutes les données agricoles d'une zone et qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour une fonction toute bête qui est l'arrosage. L'arrosage, c'est l'un des premiers coups, l'eau est de plus en plus rare, c'est un vrai problème. L'arrosage en intelligence artificielle, c'est pouvoir faire les calculs qu'aucun humain individuellement ne peut faire, mais qu'une infrastructure centrale peut faire pour envoyer exactement les bonnes quantités d'eau en connaissant la qualité du sol, en connaissant la météo à 7 jours, en sachant que ça ne sert à rien d'arroser aujourd'hui si demain il pleut. Enfin, vous voyez la logique, mais c'est beaucoup de data qui ne sont pas appréhendables par un humain et qui tout de suite pour une machine qui est capable de ce genre de choses deviennent très faciles. Donc aujourd'hui, toute cette donnée collectée et toute cette donnée produite dans ce domaine est une aubaine et une opportunité pour l'intelligence artificielle. Et il y a un lien très faible entre l'intelligence artificielle et la robotique. Lien faible parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de distance. À partir du moment où vous avez les datas, l'intelligence artificielle, mettre un objet mécanique qui réalise les tâches et les actions au bon endroit devient en fait le problème le moins problématique. Donc c'est d'un seul coup en fait la robotique dans l'agriculture était quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien parce que par exemple il y a un exemple très célèbre, il y a un Japonais à l'université de Tokyo qui essaie de mettre au point une machine pour couper les vignes. Et quand vous mettez au point une machine pour couper les vignes, parce que c'est quand même les vendanges, c'est une ressource humaine hyper importante dans un temps très court et c'est plein de problèmes en fait. Quelqu'un qui fait une machine pas chère qui coupe correctement les vignes, d'un seul coup, c'est un marché de plusieurs milliards, c'est un marché facile. C'est le type qui a créé le robot pour faire les gazons sur les golfs. Et il a fait fortune en faisant ça. C'est des petits robots qui gardent le gazon toujours à la même hauteur et de façon impeccable. Et en fait, il raconte qu'il a pris le problème de la pire façon, parce qu'il est ingénieur mécanique, et qu'il a cru qu'en fait, couper un raisin, c'était une histoire mécanique. Et ce qui en fait est une évidence pour un homme de prendre une grappe et couper, en fait, pour une machine, ça demande un niveau de calcul invraisemblable. Il faut repérer la grappe, il faut savoir où couper, il ne faut pas broyer le raisin, il ne faut pas tout déchiqueter sur son passage, il faut être agile. En plus, des fois, c'est en pente. Et en fait, ce qui avait l'air d'être simplement une fonction de coupe, donc une fonction très mécanique et automatisable, était en fait un problème d'intelligence artificielle. On a fait des progrès énormes sur la visualisation en intelligence artificielle. Les premiers robots qui voient, ça a 2 ans. Depuis 2 ans, les robots sont capables de voir, de reconnaître des formes et de prendre des décisions à partir des images qu'ils voient. Et c'est plus de la puissance de calcul qui est indisponible. Il faut voir que la puissance de calcul disponible dans les puces est en explosion. Pour vous donner un exemple, votre iPhone 5S, la dernière génération de 5S, est plus puissant que le supercalculateur le plus puissant des États-Unis en 2001. Ouais, en 2001. Donc l'explosion en fait de la puissance de calcul, c'est le Clayton 1, plus puissant que le Clayton 1, qui a coûté 300 millions de dollars. Donc d'un seul coup, en fait, la capacité de calcul de ces puces, et ça continue de croître. La loi de Moore, pour l'instant, est à peu près, avec des astuces vérifiées, la puissance de calcul des ordinateurs double tous les 18 mois. Doubler tous les 18 mois quand vous êtes très haut, ça fait beaucoup. Parce que le double de beaucoup, ça fait plein. Donc c'est un vrai… Et donc ça permet ce genre de
de petits robots que vous connectez à un tracteur et qui rend le tracteur intelligent et autonome. Et alors ça, c'est l'autre grande innovation de pourquoi l'Internet of Things et la robotique sont en train de devenir des opportunités incroyables, c'est qu'ils n'ont pas besoin de réinventer les machines et ils peuvent transformer ces machines-là en sous-traitants. C'est comme la Google Car. La Google Car, c'est la voiture automatique de Google. Google ne va pas s'amuser à aller fabriquer une voiture avec des freins, avec des roues, etc. Ils mettent juste un cerveau sur la voiture qui se connecte à la voiture et qui prend le contrôle de la voiture. Et bien, c'est la même chose. L'approche de tous ces industriels de la robotique, ce n'est pas du tout d'aller réinventer un métier industriel qui est compliqué. C'est simplement de transformer ces industriels qui font un métier compliqué en sous-traitants, en étant la pièce la plus importante. Parce que si vous enlevez l'intelligence, bah, vous pouvez très bien remplacer la machine, vous ne pouvez pas remplacer l'intelligence. Et alors, ça, c'est un phénomène qu'on commence à noter d'ailleurs à The Family dans de plus en plus d'industries. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez chercher l'innovation dans l'agriculture et si vous voulez voir les fermes expérimentales les plus incroyables, il ne faut pas aller dans les pays développés. Il faut aller dans les pays émergents. Pourquoi? Parce que d'abord, ils partent de plus loin. L'image que je donne souvent, c'est cette question piège. Dans quel pays du monde est le réseau 4G le plus performant du monde? Alors, les gens citent toujours les États-Unis, la France, la Suède, je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est un pays africain. Pourquoi? Parce que c'est le premier réseau qu'ils aient jamais installé. Donc, ils ont tout de suite commencé par la meilleure techno. Le fait de ne pas avoir de dette technologique fait que le jour où vous adoptez quelque chose, vous commencez tout de suite. Or, qu'est-ce que c'est l'histoire de la technologie récente? C'est des prix qui tendent vers zéro. Donc pourquoi Orange attend 2014 pour déployer un réseau 4G? C'est parce que le réseau 3G qui leur a coûté une fortune n'est pas fini de rembourser. Ce n'est pas parce que la technologie n'est pas disponible. Résultat, ces pays émergents où des nouveaux acteurs industriels sont en train de naître dans l'agriculture, eux, ils n'ont pas de problème de dette. Ils écrivent une page vierge. Ils n'ont pas des crédits pour des machines depuis 20 ans, etc. Donc, ils adoptent tout de suite les technologies. Et un autre domaine dans lequel on le voit, petite parenthèse, c'est la santé. Les devices de santé les plus extraordinaires du monde, c'est dans des hôpitaux pour riches dans des pays émergents. Parce que d'un seul coup, ils n'ont pas de problème de convention, de sécurité sociale, de machin. Enfin, ils adoptent juste les meilleures technologies et le plus rapidement. Et donc, ça, en fait, c'est un grand renversement. Par exemple, le Brésil est à la pointe de la robotique dans le sud, dans les questions agricoles, et notamment dans les questions de production de cultures bio de masse, dans le nord de production transgénique, etc. Parce qu'en fait, ils ont sauté énormément d'étapes. Alors, l'agriculture, c'est un domaine où il y a plein de nouveaux entrants. Et surtout, il y a plein de vieux qui essayent de faire des choses dans l'agriculture, notamment IBM par exemple. IBM, il y a quelques années, s'est dit l'agriculture, c'est un sujet super important. On va créer des farm management software. C'est les logiciels qui vont prendre complètement le contrôle de la ferme. Alors ça a été fait à la mode IBM, c'est-à-dire que c'est lourd, c'est compliqué à installer, c'est très 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 cher. On se demande qui peut acheter ça. Ce n'est pas les plus intéressants. On a aussi, en fait, dans le même moment, le cas de sociétés qui sont en train de vivre des virages numériques incroyables, et notamment le cas de Monsantos. Alors Monsantos, je ne sais pas s'il y a des gens de Monsantos, mais c'est un secret pour personne que Monsantos a eu des problèmes d'image terribles. Comment ? C'est l'empire du mal, c'est tout ce qu'on veut. Et en fait, j'ai l'impression que chez Monsanto, il s'est passé un double phénomène. D'un côté, il y a eu une prise de conscience que le numérique allait être très important dans l'agriculture et une prise de conscience un peu plus haute que d'autres acteurs géants de l'agroalimentaire. Et dans le même moment, il y avait une image à se racheter. Et en ce moment, quand même, les startups, c'est l'un des meilleurs antidotes pour l'image. C'est-à-dire qu'être du côté des entrepreneurs, c'est quand même relativement à la mode en ce moment. Ça a un effet halo énorme. Walmart a fait ça, s'est protégé en rachetant des entrepreneurs. Et Monsanto est en train de le faire, et notamment
a fait cette acquisition incroyable. Ils ont dépensé 1 milliard de dollars pour une société qui ne les valait pas. Mais c'est souvent comme ça dans le numérique, on rachète des choses qui ne le valent pas parce que c'est le long terme qui compte. Quand je dis ne le valait pas en termes de revenus, je veux dire. Et c'est The Climate Corporation, qui en fait est une société du numérique qui aujourd'hui en fait montre l'intérêt de Monsantos pour Monsantos, c'est Monsantos, qui montre l'intérêt de Monsanto pour l'industrie numérique et les moyens qu'ils sont prêts à mettre sur la table. Pendant très longtemps, la seule obsession de cette société, c'était la manipulation génétique. C'était le grand dada. Et ils sont en train de sortir en fait du tout génétique pour rentrer dans l'environnemental, la data, le rapport au climat dans le cas de The Climate Corporation, pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus data-driven et augmenter les rendements par la qualité de production plutôt que par la génétique. Ils ont racheté aussi FieldScript, qui est en fait alors c'est assez joli comme image, tiens, qui vous permet d'avoir les plans de votre ferme en direct et de pouvoir prendre des décisions data-driven, donc toujours la même chose. J'ai un stock de données et grâce à ça, je peux prendre des meilleures décisions sur comment cultiver et donc augmenter mes rendements. Mais dans le même moment, vous avez en fait les GAFA, alors Google, Amazon, Facebook et Apple, qui sont jamais très loin en fait des grands bouleversements et qui commencent à s'intéresser aux questions agricoles. Et le premier d'entre eux, c'est Google, avec Google Maps, qui mine de rien est un outil extrêmement utilisé en fait dans le monde agricole. Les vues satellites de Google Maps sont très utilisées, les plans Google Maps sont très utilisés. Et Google a en fait un pied d'entrée dans cette industrie par ça. Les ballons de Facebook et Google ne répondent qu'à une seule question, c'est comment connecter les campagnes à bas prix à l'Internet le plus rapide possible. Qu'est-ce qui prend à Google ou à Facebook d'aller financer des montgolfières qui fournissent l'Internet? D'abord parce que les montgolfières, c'est moins cher qu'un satellite, c'est plus fiable qu'un satellite. Mais surtout, ça permet de connecter des zones qui aujourd'hui ne sont pas connectées à Internet. Parce que ces zones-là représentent un enjeu en soi industriel, parce que maîtriser le fait d'apporter Internet dans ces zones, c'est aussi pouvoir maîtriser les apps qu'on va pouvoir leur apporter. Amazon est en train de monter la chaîne. Amazon, alors je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, Amazon a lancé une offre qui s'appelle Fresh, qui permet de recevoir à domicile des produits agroalimentaires. Et en fait, Amazon a une grande spécialité dans le fait de descendre les chaînes de valeur et monter les chaînes de valeur pour maîtriser la totalité de la chaîne. Et Amazon, avec Fresh, a commencé des expérimentations sur est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on produise nous-mêmes. Par exemple, McDonald's possède ses propres fermes, pour plein de raisons. Et en fait, le modèle McDonald's intéresse beaucoup Amazon pour pouvoir réussir à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut comprendre que les sociétés du numérique ne sont ni intéressées par la marge, qui est toujours difficile à comprendre. Pourquoi les sociétés du numérique ne sont pas intéressées par la marge? Parce qu'elles ont des vocations à être monopolistiques. Et que si à la fin, vous êtes monopolistique, la marge que vous avez eue pendant le temps de conquête des parts de marché ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la croissance pour démontrer que votre projet de monopole est sur la bonne voie. Et donc, c'est des sociétés qui sont valorisées en multiples de leur croissance plutôt qu'en multiples de leur marge. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, que le monde traditionnel ne comprend pas les valos des sociétés du numérique et ne comprennent pas leur rapport à l'argent. Mais c'est parce qu'elles ne valorisent pas du tout rationnellement la même chose. Elles sont dans une logique où elles vont conquérir toujours plus. Par exemple, à part, vous allez comprendre le raisonnement. Amazon a un problème de satisfaction client. Pourquoi? La livraison des objets. Quand je ne reçois pas mon colis, je rends responsable Amazon alors que c'est UPS qui m'a livré. Donc Amazon achète des camions aux États-Unis. Typiquement, avoir des camions, c'est le meilleur moyen d'impacter sa marge. Pourquoi? Parce que les sociétés de camions sont pratiquement toutes à marge négative un mois sur deux. Parce qu'elles préfèrent perdre de l'argent plutôt que rentrer en faillite.
Donc ça, en termes de raisonnement économique, vaut mieux avoir plusieurs prestataires de transport plutôt qu'un. Ça, c'est la chose la plus rationnelle. C'est pour ça qu'aucune société n'implémente et ne maîtrise sa logistique elle-même. Parce que ça vaut vachement le coup de laisser des gens faire des pertes sur un métier où il n'y a plus de marge. Amazon, ils ne font pas ça. Amazon, ils prennent, ils achètent des camions, ils achètent des sociétés de camions et ils le font eux-mêmes. Ce qui coûte beaucoup plus cher que le sous-traité. Ce n'est pas une économie, cette intégration verticale. Mais pourquoi ils le font? Parce que jamais ils peuvent admettre que leur satisfaction clientèle puisse être réduite et impactée par le fait qu'un transporteur ne fasse pas son boulot. Donc Amazon maîtrise. Et ben, c'est la même chose avec les fermes. Pourquoi Amazon monte la chaîne de valeur et se dit, bah, tiens, on va produire notre nourriture nous-mêmes? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent amener, avec leur culture de logiciel et leur méthode de travail, des choses au cœur de la ferme qu'aucun agriculteur ne pourra jamais amener, parce que pour un agriculteur, ce sera un outil. Jeff Bezos a dit, les industries adoptent le numérique, on est né dedans. C'est comme le fait de parler une langue maternelle. Vous pouvez parler une langue qui n'est pas maternelle aussi bien que votre langue maternelle, mais ça demande forcément beaucoup plus d'efforts que de parler votre langue maternelle. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible d'adopter le numérique, ça veut juste dire que vous avez toujours un cran de retard par rapport à quelqu'un qui est né dedans. Et c'est pour ça que ces sociétés-là rentrent de plus en plus dans des industries qui ne sont pas leur cœur de métier et s'intéressent de plus en plus à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce qu'ils ont une vocation monopolistique. La vocation de Fresh aux États-Unis, c'est de tuer Walmart, tuer les épiceries de quartier, tuer tout ce qui constitue autre chose qu'Amazon dans la chaîne de valeur. Et c'est comme ça qu'Amazon représente sa vocation. Ce n'est pas autrement en fait. Donc qu'il fasse 10%, 20%, 30% ou 2% de marge, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est qu'il progresse. Et c'est ça en fait la menace barbare la plus importante dans l'agriculture, c'est que finalement en fait l'agriculture représente quelque chose qui est très en haut dans la chaîne de valeur, très en amont, et qui donc a été relativement épargné, mais qui en fait, parce que c'est une position extrêmement stratégique, représente un intérêt pour tous ces gens qui veulent maîtriser l'aval. Si vous voulez maîtriser la qualité jusqu'en bout de chaîne, vous avez besoin de maîtriser la production. Voilà un petit panorama de société. Hackfounder, c'est un Kickstarter. Je ne sais pas si vous connaissez Kickstarter. Ce n'est pas un Kickstarter, oui, c'est un Kickstarter. En fait, c'est une plateforme où des gens vont pouvoir proposer des investissements agricoles à la vente et des gens vont pouvoir les financer en échange de rendement. Et donc, le but, c'est de bypasser les banques qui sont un acteur de moins en moins crédible dans le fait de financer la production agricole originale. Et Hackfounder est une société qui finance beaucoup de projets agricoles aux États-Unis et beaucoup de projets expérimentaux, originaux, etc. Et vous pouvez venir dessus et apply pour le funding. Donc, il remonte les chaînes de valeur, ça je l'ai déjà dit. Alors, un autre acteur qui est très intéressant dans l'agriculture, c'est les assurances. Alors, l'histoire de l'assurance et de l'agriculture, c'est une longue histoire, c'est une histoire compliquée, parce que c'est compliqué de s'assurer contre des phénomènes météorologiques qui sont le gros problème en assurance, c'est ce qu'on appelle un excess of loss illimité. Comment un assureur voit une politique d'assurance? Il se pose la question de la probabilité qu'un phénomène impacte l'ensemble des agents en même temps. Par exemple, si là on s'assure d'une crise cardiaque, la probabilité qu'on fasse tous dans l'année une crise cardiaque est nulle. C'est ce qu'on appelle un excess of loss limité. C'est qu'on peut calculer la probabilité que l'un d'entre nous fasse une crise cardiaque. Et en calculant cette probabilité, on peut savoir combien il faut que chacun d'entre nous individuellement paye pour savoir combien on doit donner. Alors l'agriculture, il y a un petit problème. L'agriculture, c'est que quand un agriculteur est touché par un phénomène, en général, ils le sont tous. Et donc, ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir, dans une zone donnée, réussir à assurer des gens, il faut pouvoir avoir réussi à assurer sa couverture de risque dans une autre zone qui sera faiblement impactée. Par-dessus tout ça, vous rajoutez le fait que beaucoup d'agriculteurs sont dans des prix régulés, donc en plus qui ne suivent pas la loi du marché parce que les fameuses histoires de surproduction, machin, etc. Vous connaissez tout ça bien mieux que moi, mais
ça, en fait, ça a un impact sur le marché de l'assurance. C'est que ça ne crée pas d'upside pour pouvoir aller choper des poches de valeur lorsque les prix flambent. Parce que s'il y a un accident, l'une des choses qu'un assureur pourrait faire, c'est d'aller se couvrir en allant, si par exemple, je donne un exemple complètement fictif, mais imaginons que tout le maïs de France disparaît, bah, le type qui a assuré les producteurs de maïs aurait pu acheter des stocks de maïs pour se couvrir avec la montée du prix du maïs. Mais le problème, c'est que comme ce n'est pas un marché, c'est ce qu'on appelle une couverture de risque par dérivé, et la couverture de risque par dérivé est impossible dans le monde agricole, pour la raison que les prix sont la plupart du temps régulés. Donc tout ça, en fait, crée une situation un peu compliquée, qui est en train de changer. Il y a de plus en plus d'assurances qui sont en train d'émerger dans l'agriculture. Et on voit de plus en plus d'offres agressives vers les assureurs. Des gens qui, avant, refusaient d'avoir dans leur portefeuille de l'agriculture, commencent à offrir des offres. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise les données. Et alors, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'histoire de la qualité des sols, le fait d'avoir la température, les sondes météorologiques, les capteurs d'humidité, les analyses, le fait qu'on a maintenant des données historiques météorologiques plutôt convenables, etc., fait qu'en fait, toutes ces données permettent aux assureurs de déployer des modèles beaucoup plus subtils. Et donc, pourquoi on a de l'innovation dans l'agriculture? Parce qu'on a des modèles subtils. Et les modèles subtils permettent d'assurer des gens qui avant ne l'étaient pas, donc de réduire le risque et de par là même changer la structuration même de l'économie en fait, de l'assurance, puisque un peu plus ça fait sortir l'État et ça fait rentrer un peu plus le privé qui va être demandeur d'innovation. Et les assureurs, ils ont cette fonction assez amusante. Vous savez pourquoi Paris est l'un des records de portes blindées en Europe? Parce que les assureurs français refusent de vous assurer si vous n'avez pas de porte blindée. Donc vous avez des innovations qui sont adoptées massivement parce que quelqu'un vous dit, bon, bah, c'est très simple. Chez toi, soit tu mets une porte qui répond à telle norme et je t'assure en cas de cambriolage, soit tu ne mets pas la porte et c'est à tes risques et périls. Résultat, d'un seul coup, tout le monde installe des portes blindées. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir le nombre de portes blindées. C'est l'un des taux de cambriolage les plus faibles de Paris. Il n'y a pas besoin de portes blindées. Mais par définition, ça réduit l'excess of loss. Parce que même si le taux est faible, il vaut mieux qu'il se tende vers zéro qu'un peu. Et c'est là où vous voyez en fait le grand schéma qu'il y a entre le fait que les données sont en train de se multiplier et d'être de plus en plus disponibles et comment des nouveaux acteurs économiques peuvent les utiliser et donc avoir un impact sur l'innovation dans une industrie. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord une agriculture numérique? C'est une agriculture en fait qui arrive à programmer son écosystème et qui en fait, mine de rien, alors là c'est de la prospective, j'en sais rien, mais le modèle de la coopérative, c'est un modèle moi qui me fascine pour plein de raisons. Et il me fascine parce que c'est une forme d'organisation autogérée économique qui a pas une structure centrale, enfin qu'on a une mais qui est déléguée en fait. Et ça ressemble beaucoup au forum open source. Si vous regardez la façon dont les logiciels open source sont fabriqués et la façon dont les coopératives agricoles sont gérées, en fait, c'est un peu la même chose. Ça appartient à personne, c'est pour le bien de tout le monde, mais en fait, il y a des luttes de pouvoir intestines incroyables. Et par-dessus tout ça, il y a des gens qui arrivent à prendre des positions. En fait, le numérique, ça va permettre aux gens de faire ce que le numérique a permis dans les autres formes politiques. Aujourd'hui, plus personne ne va débattre dans les partis politiques, les gens débattent en ligne, pour plein de raisons. C'est plus libre, la parole est anonyme, etc. Et c'est la même chose, vous pouvez imaginer très bien des formes d'organisation sociale qui n'ont plus besoin de passer par ces organisations et qui peuvent se faire de façon organique autour de, pourquoi pas, un réseau social de l'agriculture et une assurance qui ressemble à une mutuelle et qui couvre les différents agriculteurs. Ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est quelque chose qui arrive très vite. Alors d'ailleurs, petit aparté, l'intelligence dans l'agriculture a aussi des expressions consumer assez amusantes, comme les jardins connectés. Aujourd'hui, que vous ayez la main verte ou que vous ne l'ayez pas, produire vous-même votre alimentation sur place dans un jardin de taille tout à fait raisonnable avec, par exemple, là c'est le pot de fleurs Parotte qui vérifie que votre plante ne meurt pas.
C'est quelque chose qui va devenir possible et qui change aussi le rapport à la production. On passe d'une production centralisée à possiblement une production très... Alors, on n'est pas tous Alain Passard, mais en fait, avec ce genre d'objet, on peut le devenir. La ferme est en train de revenir à l'intérieur des villes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène des city farms. Par exemple, ça, c'est une city farm à Montréal qui est extrêmement rentable. Si vous prenez le toit d'un immeuble et vous mettez une ferme artificielle dessus, sous forme de serre, et vous utilisez donc dans les villes l'opportunité de réduire les coûts de transport pour l'approvisionnement alimentaire sur des produits à cycle rapide. Donc vous voyez le calcul économique, c'est que là où vous payez plus de loyer, vous payez beaucoup moins de transport, vous avez une distribution locale et vous avez le sentiment d'une qualité et d'une proximité assez exceptionnelle. Et les city farms sont de plus en plus efficaces. Là, on a parlé de numérique, mais vous avez la tendance numérique comme ça, puis vous avez la tendance biotechnologique comme ça. Quand vous voyez les petites bactéries qu'on met au point pour aller nourrir la terre de façon organique et qui se développent et se déploient pour changer la qualité de la terre, d'un seul coup, on peut espérer des nouvelles formes de production. Et alors, comme par hasard, où on produit l'agriculture urbaine est à la pointe où, bah évidemment, Qatar et Singapour. C'est ni Paris ni New York. Pour les mêmes raisons structurelles, sans doute parce qu'il y a un peu moins d'argent, même à New York, mais aussi parce que structurellement, ce genre d'innovation n'ont pas leur place dans des pays qui ont l'impression d'avoir une tradition agricole. Je ne pense pas qu'à Singapour, qui que ce soit ait une sorte d'attachement aux méthodes de production singapouriennes. Et alors, je ne parle même pas du Qatar, qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc, bon, c'est un peu méchant pour le Qatar, mais ce n'est pas vrai. Autre exemple, la ferme verticale, entièrement robotisée et contrôlée par logiciel. Alors ça, c'est un projet, ce n'est pas développé, mais c'est un vrai bureau d'études qui a fait des vraies recherches sur le sujet. Allez, on rentre un peu dans la science-fiction. L'impression de viande. Vous connaissez les imprimantes 3D où on imprime des objets. Moi, j'adore la viande, mais pour moi, la viande, ça pousse sur les arbres. Vraiment. Je ne veux pas imaginer qu'on ait tué qui que ce soit. Si un jour on me dit que bon, pour 10% de dégradation de qualité, je peux manger de la viande imprimée qui a toutes les caractéristiques de la viande, ben je la mange imprimée, il n'y a pas de problème. Et quand on voit la tendance du nombre de végétariens dans le monde, on comprend très bien que cette boîte soit financée à coups de millions en fait. Parce que c'est un vrai sujet de société. Le fait de tuer des animaux est plus quelque chose d'aussi facilement accepté qu'avant. Il paraît qu'il est dégueulasse le burger. Alors ça, genre de boîte qui n'existerait jamais en France, Soylent. Alors Soylent, c'est tout bête. C'est vous buvez un verre et vous avez votre repas. Et alors vous allez me dire, mais c'est les espèces de compléments alimentaires débiles qui existent depuis des années. Les espèces de checkers pour maigrir. Mais en fait là, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une vraie boîte de biotechnologie qui essaie de mettre dans un verre tous les apports journaliers recommandés dont vous pouvez avoir besoin en une prise, puisque de toute façon, manger, c'est de la perte de temps. Alors, société n'ayant aucun avenir dans aucun pays civilisé, mais dans certaines régions, du genre Singapour, San Francisco, tout ça, ça cartonne. Mais c'est incroyable de se dire que l'innovation agroalimentaire a pris ce genre de chemin-là. Et c'est marrant parce que Soylent est très très polémique chez les médecins, parce qu'il y a des médecins dont l'idée même de pouvoir prendre comme ça l'ensemble des besoins journaliers, enfin, ça enlève plein de choses. Et donc ils sont contre, mais le problème c'est qu'ils n'ont aucun argument factuel pour montrer que c'est dangereux pour la santé. Et pour l'instant, Soylent avance. Alors jusqu'au jour où on va peut-être découvrir qu'en fait, il y avait je ne sais pas quoi de chimique dedans qui fait qu'ils vont tous mourir d'un cancer. Mais en fait, pour l'instant, c'est relativement sûr. Alors, les nouveaux concurrents dans la génétique, je ne sais pas si vous connaissez 23andMe, mais 23andMe, c'est le fait de rendre les tests génétiques très abordables. Donc, vous crachez dans un petit tube, vous l'envoyez par la poste et on vous renvoie votre patrimoine génétique. On vous explique qui sont vos ancêtres, de quoi vous allez mourir et qu'est-ce que vous pouvez faire.
À 23andMe, il y a des équivalents qui commencent à apparaître, et notamment il y en a un sur AngelList, pour faire le séquençage génétique des plantes et pour pouvoir programmer des plantes. Alors, petit problème, je ne sais pas si vous le savez, mais en moyenne, les plantes ont beaucoup plus de gènes que la plupart des êtres vivants. Les plantes sont des organismes génétiquement beaucoup plus complexes à séquencer qu'un humain. Un humain, c'est 40 000 gènes, un séquoia, c'en est 200 000, pour vous donner le rapport. Et je ne vous parle pas d'un germe de blé qui, je crois, 70 000 gènes ou 80 000 gènes. Séquencer du blé, c'est très compliqué. C'est pour ça que beaucoup de biogénéticiens pensent que les gens jouent à l'apprenti sorcier avec la génétique agroalimentaire, parce que c'est une génétique qui, déjà la génétique humaine nous dépasse, mais alors la génétique végétale, on ne comprend pas pourquoi il y en a autant de gènes. Il n'y a aucune explication rationnelle à une telle complexité d'organismes pour ça, et donc il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a une vraie proposition de valeur qui est en train de naître, qui est de dire si ça ne coûte rien de faire des séquenceurs génétiques, on peut séquencer des plantes pour pas cher, on peut combiner des gènes informatiquement, on peut faire des simulations informatiques, et ensuite on peut les réinjecter dans un séquenceur pour manipuler génétiquement une plante pour qu'elle ait des nouveaux attributs. Donc vous savez, les fameuses greffes qui avant vous faisiez les greffes pendant des mois et des mois et des mois pour voir pousser, bah, tout ça maintenant est modélisable et informatisable. Et la société la plus en avance au monde dans ce sujet-là est une société française, elle s'appelle Dassault Systèmes. Dassault Systèmes a le projet de programmation génétique biologique le plus avancé du monde. Et l'une des applications directes, c'est l'agriculture. Et donc, c'est de vraiment rendre la production agricole programmable, comme on écrit, c'est-à-dire qu'on écrit du logiciel. Alors, avec les mêmes risques, c'est-à-dire que quand vous avez un bug, bah, vous avez un bug là pour le coup. Vous n'avez pas 300 000 ans de sélection qui rentrent en jeu. C'est plutôt 3 ans de catastrophe. Alors, comme en informatique, c'est vraiment fascinant hein, parce qu'on commence à voir les mêmes phénomènes pour lutter contre les méchants producteurs d'espèces qui rendent les semences non réutilisables, etc. Se développe le phénomène de l'open seed. C'est le fait de rendre ces graines et ces croisements, etc. open source. Donc les rendre disponibles gratuitement et pouvoir se les envoyer par la poste. Et vous avez des communautés entières qui se développent sur Internet. Tapez OpenSeed, vous allez voir, il y a des forums entiers où des gens s'échangent par la poste des graines génétiquement modifiées et croisées pour ne pas être dépendant du moindre géant agroalimentaire. Donc exactement comme dans le logiciel, vous avez Monsanto qui est Microsoft et vous avez l'OpenSeed qui sont les Linuxiens. Et donc peut-être qu'un Apple va émerger qui va mettre les deux d'accord. Mais c'est vraiment c'est pas l'OpenSeed. Il y a certaines choses enfin, la viande imprimée, c'est un phénomène marginal. Très honnêtement, il y a une boîte, il y a 3 milliardaires qui ont picolé un coup de trop, qui ont mis de l'argent dedans en se disant ça va se développer. Ils ont imprimé un burger et personne ne veut le manger. Donc c'est ça, je veux bien entendre. C'est intéressant intellectuellement que des mecs se soient dit on va imprimer de la viande. Il y a un mec qui s'est dit qu'il allait imprimer des meubles. Il allait génétiquement modifier des arbres pour que les arbres poussent à la forme du meuble voulu. Et donc, c'est de la production, c'est véridique, MIT. Donc, vous voyez, on peut faire des choses marrantes. Mais l'OpenSeed, ce n'est pas un phénomène marginal. C'est vraiment, là, on parle de milliers de personnes connectées, échangeant de l'information et développant des formes alternatives d'agriculture. Alors évidemment, Farmingo, Farmingo, c'est, alors en France, d'ailleurs on aurait pu pour une fois citer un Français, La Ruche qui dit oui, qui est Farmingo version française et qui cartonne, qui est le fait de dire le gros problème de l'agroalimentaire, c'est la distribution. Les méchants, ils sont dans la distribution, il suffit de les bypasser, on va connecter directement le gentil fermier au gentil consommateur, et tous les gens au milieu sont des méchants. Et c'est une vision qui cartonne parce qu'en termes de communication, ça rentre facilement dans la tête des gens. D'abord, les gens peuvent s'imaginer que finalement le producteur est plutôt sympathique et qu'eux sont plutôt sympathiques en tant qu'acheteurs. Et donc, ils vont avoir un échange économique sain puisque l'agriculteur va gagner plus d'argent en vendant directement et le consommateur va dépenser moins parce que même avec plus d'argent, ça ne fera jamais la marge du distributeur. Et alors, La Ruche qui dit oui, Farmingo, ce n'est pas des phénomènes marginaux.
encore une fois. Sauf que ça fait 10 ans qu'on en parle. Oui, mais sauf que ça fait 10 ans qu'on en parle, mais ça fait 2 ans que ça marche pour de vrai. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des phénomènes marginaux. Effectivement, c'est des choses, c'est des grandes... C'est des histoires récurrentes, ces histoires-là, parce que depuis le début de l'Internet, on nous explique qu'on va payer avec notre téléphone portable et qu'on va acheter chez le producteur directement, puis ça ne marche pas. Et le problème, c'est que parce que ça ne marche pas, c'est comme l'intelligence artificielle, on nous a dit dans les années 80, l'intelligence artificielle, c'est cette année, dans les années 90, on a dit l'intelligence artificielle, 2000, et puis ça n'a toujours pas marché. Mais ça ne veut pas dire que ça ne finira pas par marcher. Il faut faire très attention avec ça, parce qu'en fait, c'est au moment où les gens s'y attendent le moins que les basculements ont lieu, parce que finalement, c'est le moment où les types sont le plus tranquilles pour expérimenter. Et la ruche qui dit oui, personne n'a été les emmerder pour le coup. Ils sont dans leur ruche et ils font leur petit truc tranquillement. Donc pour finir, le vrai risque prospectif dans l'agriculture, c'est que l'agriculture est un domaine où une approche full stack est vraiment possible. Alors c'est quoi une approche full stack? C'est ce qu'on appelle une intégration verticale de la chaîne de valeur. C'est le fait que vous maîtrisiez de la production jusqu'au restaurant, et que vous maîtrisiez toute la chaîne ou jusqu'au magasin pour le coup. Et s'il y a un domaine où c'est possible, eh ben c'est l'agriculture. Parce que ça peut être c'est une histoire capitalistique très honnête de dire aux gens on maîtrise toute la chaîne parce qu'on vous garantit ainsi la qualité. Et donc chaîne de qualité rencontre chaîne de valeur. Et donc ça justifie en fait un excès d'investissement. Et cet excès d'investissement trouve écho dans le fait qu'à partir du moment où vous êtes monopolistique, vous avez des marges infinies. Parce qu'après, vous redéfinissez les prix comme vous voulez. Dans l'économie numérique, il y a toujours 2 phases. Il y a la phase de conquête, où il n'y a que la croissance qui compte, et la phase d'encaissement. Un exemple que je donne toujours, c'est Google AdWords. Les AdWords, c'est la pub la moins chère les 7 premières années. Parce que pendant 7 ans, Google ne voulait qu'une chose, conquérir de nouveaux clients. Par exemple, un de nos associés a acheté il y a 8 ans des AdWords pour Restaurant Paris et payé 1 centime le clic. Aujourd'hui, Restaurant Paris, c'est 17 €. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la phase d'encaissement. Maintenant qu'il n'y a plus personne, que tout le monde est ravagé, qu'il n'y a plus que la steppe qui pousse, bah, vous pouvez mettre des péages et vous pouvez dire, bon, bah, finalement, on a changé d'avis, maintenant le clic, c'est 50 $. Comment? Oui, en B2B, oui. Bah oui, parce que comme ça, tu gardes le B2C gratuit. Et qui est la meilleure barrière à l'entrée pour le coup.